Il reste encore des dragons dont on n'a pas parlé dans les années 90. Ouais, il y avait encore ces dragons là, avec l'humour absurde. Tu peux voir ce que tu trouves dessus? Ok, je m'en occupe. Chevalier de la table carrée, présentez-vous! Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est Sacré Dragon, c'est pas ce que tu m'as demandé. Bizarre, ça ressemble pas à mes souvenirs. Ouais, je confirme. Mais donc, on fait l'émission là-dessus ou pas? Bah écoute, balance toujours, on verra ce qui en sort. Ok, fin des années 60, un groupe d'anglais, plus un américain et un gallois, se fait connaître du grand public. Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones et Terry Gilliam forment ainsi les Monty Python. Alors, on va pas parler tant que ça du groupe parce qu'on trouvera un moment plus propice pour le faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche si je trouve pas une raison de pourquoi ça ressemble pas à nos souvenirs. Et t'es obligé de foutre autant le bordel? Ok, je vais essayer de faire plus doucement. Tout cela nous amène en 1975 où le groupe fait son premier réel long métrage, Sacré Graal. Un film où on suit les chevaliers de la table ronde dans leur quête du Graal, le tout avec cet humour si particulier. Non mais l'humour des pitons, on accroche ou on n'accroche pas, mais il laisse rarement indifférent. Et l'histoire d'amour entre cette bande d'anglais, plus un américain et un gallois, et l'histoire de la table ronde ne s'arrête pas là. La même année sortant Spamelot, la comédie musicale inspirée du film et écrite par Eric Idle. Perso, je préfère le récital sur la vie de Brian. Et parmi toute cette bande de joyeux drills, il y en a un qui est réellement passionné par ces histoires médiévales. Terry Jones. Le type ira jusqu'à faire des séries documentaires sur les barbares, l'époque médiévale et sortir des bouquins sur Chaucer. Chaucer. Jeffrey Chaucer, l'écrivain. C'est donc tout naturellement qu'il va voir des chaînes pour sa prochaine création, l'adaptation du mythe arthurien version cracheur de feu. Alors, il va voir les chaînes, c'est peut-être les chaînes qui ont été le chercher. J'ai pas trouvé l'info pour dire dans quel ordre ça s'était passé. Côté des chaînes, la série est une coproduction. D'un côté, Nelvala, une chaîne canadienne de Toronto que vous connaissez sans doute au moins pour un dessin animé, Cadillac et Dinosaures. On s'en est sorti, il me semble. Oui, enfin moi c'est pas celui que je pensais plus vite à Un sourire d'enfer. Je n'ai pas bien compris. Aussi, mais le bus magique. Tu trouves ça extrêmement original? Ah, mais en fait, tu m'écoutes carrément plus. Les aventures de Tintin, les bisounours, Beetlejuice, la partie animée du Holiday Special de Star Wars, et les CGI de la fameuse série Donkey Kong. Donkey Kong! Ok, moi je voulais juste parler de Franklin. Du côté français, c'est le studio Ellipse qui s'en mêle. Aussi les aventures de Tintin, mais également Babar, Blake et Mortimer, Cubitus, Kid Paddle. On va pas faire toute la filmographie. Et parce qu'il faut bien justifier la présence du gallois, on retrouve également du côté du Royaume-Uni Carlton Television, une division d'ITV. ITV, on avait déjà mentionné la chaîne il y a longtemps, dans la vidéo sur Mr Bean. Pour l'aider dans l'écriture, il se fera accompagner par Gavin Scott, un scénariste qui... Bon, jusque-là, a pas fait grand-chose, quelques épisodes de Young Indiana Jones, mais il enchaînera avec Small Soldier. Soldat, aucun pauvre idiot n'a jamais gagné une guerre en mourant pour sa patrie. Et ça, c'est bien. Et donc, Sacré Dragon, ben c'est quoi? Sacré Dragon raconte l'histoire des chevaliers de la table carrée, même si dans aucun épisode, ils ne se retrouveront réellement assis à la dite table. À la tête des chevaliers, on retrouve le souverain de Camelot, qui s'écrit comme ça, parce que jeu de mots. Le roi Chalumeau qui en anglais s'appelle Hallfire. Ce qui est mieux parce qu'on garde le A de Arthur, parce qu'en français ça rend son nom un peu incohérent, vu qu'à plusieurs endroits on trouve des A de son nom anglais, mais qui ne correspondent pas à Chalumeau. Bon, après on ne pouvait pas vraiment l'appeler Allumeau. Non, mais on aurait pu l'appeler Allume-Gaz. T'étais pas censé chercher un truc, toi? J'y retourne. Comme l'œuvre dont il s'inspire pour devenir souverain, le roi dut retirer l'épée Excalibrule de son rocher. Et une fois par an, il la replante pour continuer à prouver qu'il est le roi. Mais ma tendre Gritou, cela fait partie de l'existence d'un roi. Je réaffirme mon autorité, c'est tout. Mais contrairement à son inspiration, le roi Chalumeau n'est pas un chevalier. Il l'a sans doute été dans sa jeunesse, mais aujourd'hui il a des hommes pour faire les quêtes à sa place. C'est bien rare quand il y va lui-même. À la place, il s'adonne à ses passe-temps favoris. Comme ça, pêle-mêle, le ski nautique, le saut à l'élastique, et devinez à quel point le comte Geoffroy, son rival, est un crétin fini. Qui lui fait au moins un point commun avec moi. Hey! Sa dernière activité principale, c'est l'écriture du code de chevalerie. Mais alors le code c'est quoi?
Le code, c'est le code. Et bon sang, qu'est-ce qu'il y passe du temps? Allez, on va faire un jeu. Mettez la vidéo en pause. Non mais, après mes indications. Allez dans la section commentaires et mettez, à votre avis, le nombre d'entrées qu'il y a dans le code de chevalerie. Allez-y, on vous attend. C'est bon, c'est fait? La réponse est 896. Enfin, du moins connu, on sait pas s'il y en a plus. Et nous allons donc les citer un par un. Non, on va pas faire ça. Mais le code de chevalerie peut tout autant avoir des lois relativement normales, comme l'article 401 qui dit que les chevaliers doivent toujours sauver une demoiselle en détresse, et la section B de ce même article qui dit qu'un chevalier ne peut pas abandonner ses armes car elles sont nécessaires sur le champ de bataille. J'ai pas vraiment saisi le lien entre les deux. On y trouve aussi d'autres lois un peu plus spécifiques, par exemple l'article 52, un chevalier porte toujours un toast aux invités, et ce jusqu'au très spécifique article 325, un écuyer fidèle ne doit jamais comparer son employeur à un animal, un minéral ou un végétal de quelque type que ce soit, les tubercules étant un exemple particulier. Et parfois le code y va à l'encontre du roi lui-même. Article 405, si un chevalier bat le roi, il devient le roi. Ce qui est d'autant plus ridicule vu qu'une fois par an il doit planter l'épée dans le rocher. Et vu que c'est pas le roi élu, il saura pas la retirer et devra quitter son poste. Et si ça vous semble absurde, article 97C, chaque chevalier doit obéir au code, aussi absurde soit-il. Et je porte à votre attention qu'il en a fallu 96 autres avant de pondre celui-là. La compagne du roi est la reine Gritou. Comme quoi, c'est possible de garder la même première lettre. Le mariage entre Chalumeau et Gritou est une seconde noce, pour l'un comme pour l'autre, vu qu'ils ont chacun un enfant respectif. Si on ne sait pas qui est la première femme de Chalumeau, ni même pourquoi ils ne sont plus ensemble, pour ce qui est de Gritou, son mari est Sir Herman. On peut pas avoir un jeu de mots pour tous les personnages non plus. Sir Herman est un chevalier de la noblesse, même si entre-temps il a paumé ses armoiries, et visiblement le code de la chevalerie n'implique pas de garder un registre de ce qui est noble ou pas, quand bien même il y a une peinture qui représente les armoiries. D'autant plus qu'elle n'aurait certainement pas épousé quelqu'un qui n'est pas de noble descendance quand on voit à quel point elle pique une colère lorsque sa belle-fille s'approche un peu trop d'un écuyer. Les nobles, ça se marie entre nobles, et puis c'est tout. En dehors de ça, elle a comme son mari une passion, et ici ça va être les tartes. Des tartes qui ont une particularité, celle d'être la matière la plus dure que nos dragons connaissent. Ok, passe l'extrait, t'en meurs d'envie. Sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes, hein. Elles sont tellement dures qu'elles arrivent même à briser Excalibur. Et même si elle a épousé le roi, son cœur brûle pour un des chevaliers, comme dans la légende arthurienne, ça change pas. Pour compléter ce tableau royal, on retrouve également la fille du roi, la princesse Flamme, à peu de choses près l'une des personnes les plus sensées de ce royaume de dragons. C'est aussi l'un des rares persos à changer de design entre la saison 1 et la saison 2, passant d'une chevelure violette à blonde. Ouais, on va en parler vite fait, mais la saison 2 apporte quelques changements par rapport à la saison 1. Déjà, comme on l'a dit, deux personnages voient leur apparence modifiée, mais en plus les épisodes avec une intrigue de 20 minutes deviennent deux intrigues de 10 minutes. Et aussi la plus progressiste des personnages qu'on peut rencontrer. Sa belle-mère organise un tournoi pour lui trouver un prétendant, alors déjà, de quoi je me mêle? Et ensuite, elle finit par participer elle-même au tournoi, histoire de le remporter. Et je présume de s'épouser elle-même. Bon, en vrai, elle préférait perdre contre Feu Follet, dont elle est amoureuse, mais lui refuse d'affronter une femme, parce que code de la chevalerie. Non mais y a pas une loi qui fout pas le bordel. Après ça, elle voudra prouver qu'elle est digne d'être chevalier, en rejoignant la table carrée. Sauf que les chevaliers, ils veulent pas, parce que pour eux, une femme, ça n'a pas la carrure pour être chevalier. On rappelle qu'elle vient de gagner un tournoi. Et à défaut, elle décidera de créer son propre ordre de chevalerie, celui des chevalières de la table ronde. Une table ronde, tu parles d'une idée à la con, jamais ça va marcher. Alors, son concept, il va pas marcher. Mais à mon avis, c'est surtout à cause d'un manque de personnages féminins dans la série. Parce qu'elles ne sont que 3, on vient d'en citer 2, et la dernière est du côté des méchants. Malheureusement, notre héroïne deviendra moins centrale dans la saison suivante, reléguée parfois de la figuration, voire n'apparaissant même pas. Cependant, elle ne sera pas inutile non plus, car quand elle apparaît, c'est bien souvent elle qui sauve la situation, ou qui, du moins, participe à sa résolution. Elle va sauver le château d'un robot géant et la vie de Feu Follet à plusieurs reprises. Bref, faites une statue à son effigie. Pour terminer le petit tour de la famille royale et faire la passerelle avec nos chevaliers, il reste Messire Braise, le fils de la reine Gritou. Et malgré le fait qu'il soit lié au dirigeant de Camelot, après tout c'est quand même le beau-frère de la princesse, Oh putain, oui. il n'a pas vraiment de privilège, appelant le souverain Sa Majesté comme n'importe quel autre chevalier.
Même si ce n'est pas le plus compétent des dragons de la table carrée, il semble quand même un peu au-dessus du lot. C'est notamment le seul chevalier qui trouve un intérêt aux inventions de Feu Follet, notamment l'armurerie automatique, qui est une sorte d'épée couteau suisse. Bon après, on se moquera de lui, il deviendra ermite durant un épisode. Contrairement à sa demi-sœur, c'est dans la saison 2 qu'il prendra plus d'importance en ayant des épisodes entiers centrés sur lui. Comme on l'a dit, il partira à la recherche des armoiries de son père, mais il participera aussi à un duel. Bon, par contre, ce ne sera pas pour trouver Belle à marier, mais parce qu'on a saccagé son jardin. Chacun son prestige. Après, il lui reste une dernière caractéristique, c'est jamais dit officiellement, mais tout porte à croire qu'il est homosexuel. Moi, Messire Braise, le plus élégant, être consultant en coloris pour la nouvelle collection des Damoiselles en détresse unies. Vous avez vos passe-temps, et j'ai les miens. On a rarement vu un tel niveau de subtilité. Alors ça, et le fait qu'il soit très efféminé, ce qui nous rappelle un autre personnage. Je trouve ça d'une vulgarité sans précédent. Alors, c'est un personnage qui n'a posé aucun problème aux Français, aucun aux Anglais, aucun aux Canadiens, ou n'importe où dans le monde, sauf aux États-Unis. Ce qui fait que lors de la diffusion du dessin animé sur la chaîne Toon Disney, le personnage sera bien souvent censuré. Non mais les USA, c'est toujours un plaisir de parler de leur bien-pensance. Et maintenant, on va pouvoir faire le pont avec les autres chevaliers, en commençant par Messire Brulval. Ce dragon écossais est un peu l'intellectuel de la bande. Même moi, Messire Brulval, le trop instruit, Et je fais des guillemets tellement forts que même un sourd pourrait les entendre. Cette caractéristique, il la partage avec Bédiver, le chevalier dont il est inspiré. Exactement. Mais il a beau parler avec des belles phrases et essayer d'accumuler du savoir, il est tout aussi inefficace que les autres quand il s'agit d'utiliser son cerveau. Point qui est renforcé quand on apprend qu'il a séché les cours de chevalerie à l'école. Cependant, notre chevalier n'est pas n'importe qui, il est le descendant des souverains d'Écosse. Ainsi, quand le roi rend son dernier souffle, dragon, souffle, vous l'avez? Eh ben, c'est lui qu'on va chercher. Sauf qu'il veut pas y aller, pas que la place de monarque ne l'intéresse pas, mais surtout le fait qu'il ne veut pas revoir sa famille, raison pour laquelle il est parti à l'origine. Mais si c'est lui l'héritier, c'est que les autres proches sont morts, non? Alors il reste bien un autre prétendant au trône, Macbeth, qui a tué le roi précédent pour usurper la place, pensant qu'il n'y avait plus de descendants. Sauf que ce n'est pas aussi simple, parce que visiblement, le roi d'Écosse, c'est quel peuple ça, l'Écosse? Le roi d'Écosse, il obtient son droit de régner en retirant du rocher l'arme légendaire. Ouais, chaque pays devait avoir son épée magique. Sauf qu'ici, c'est pas une épée, c'est un club de golf. Il n'y a pas de relique plus conne qu'une autre. Et notons bien que ni Macbeth ni Brulval ne vont retirer l'article de sport. Donc en fait, pour les deux, c'est plutôt le roi déchu. Parce qu'il y a aussi un autre peuple qui s'appelle les Chus. Elle est compliquée, votre politique territoriale. Celui qui réussira à sortir le club de son rocher, c'est Duncan, le responsable d'un terrain de golf de la région. Notre monde est tout petit. Et vu que son nom n'est jamais apparu dans les discussions de succession au trône, tout porte à croire que c'est en réalité un bâtard. Bien entendu, ces personnages sont des références à la pièce de Shakespeare, même si tout est mélangé. Dans la pièce, Duncan, c'est celui qui est tué par Macbeth. Tir groupé par la suite pour Galahad, qui est bien entendu une référence à Galahad, celui avec ou sans le H. Alors, il n'y a que les plus vieux de la chaîne qui vont comprendre le clin d'œil, et c'est pas précisé. Par contre, on va mettre dans le même panier Messire Bouche en Feu, en référence à personne, mais inspiré de Charles Bronson. Alors, ne t'inquiète pas, Bennett. C'est mon problème. Si vous ne voyez pas le lien entre les deux, moi non plus. Sur ces deux chevaliers, on ne sait pas grand-chose. Ce sont des chevaliers de la table carrée, certes, mais ce sont aussi les moins présents. Pour tout dire, à la fin de la saison 1, ils disparaissent tout simplement de l'histoire. Et on a une explication de leur disparition? Non, aucune. Ils sont sans doute retournés sur leur planète. Pour tout dire, dans l'épisode La Pierre de la Sagesse, que je vais renommer Les Chevaliers du Zodiaque l'ont fait avant, nos dragons doivent récupérer la pierre du titre dans un centre commercial, chaque épreuve étant un prétexte au sacrifice d'un chevalier. Eh bien, les deux premiers à y rester, c'est Galahad et Bouche en Feu. C'est vraiment les persos qui apparaissent le moins dans l'histoire. Le premier est reconnu comme étant fringant, audacieux et plein d'humilité, pour ce qui est de l'autre, ben il a la bouche en feu. Disons que ce perso a une tendance à rôter constamment, et ce faisant, il crache des flammes. Messire Bouche en Feu le seul mais pas unique, toujours prêt à servir le roi. Ce qui nous amène au dernier chevalier. Oui, la table carrée, c'est 5 clampins, dont 2 qui disparaissent à mi-parcours. Sœur Lance de l'eau, une référence à Bohort.
Bon, ok, à Lancelot. Lancelot est le chevalier le plus important de la table carrée, vu qu'il est le seul à apparaître dans tous les épisodes. Mais est-ce que c'est pour autant celui qui est le plus dédié à la cause chevaleresque? Pas du tout. Pour qu'il accepte de partir en quête, il faut que l'une des 3 raisons suivantes soit validée. Soit la princesse Flamme l'oblige à bouger son gros cul de feignasse, soit le roi Chalumeau ou la reine Gritou lui ordonne, cette dernière étant d'ailleurs amoureuse du chevalier, soit il y a une demoiselle en détresse dans l'équation. Mais attention, faut pas non plus que ce soit trop dangereux. Dangereuse comment? Ah bah, une araignée c'est déjà de trop. Ouais je vois, genre rejeton des enfers de la taille d'une voiture. Non, genre la petite bête mignonne, pas plus grand que ça. Une araignée? Oui, Berk, un démon rampant multipatte descendant tout droit des recoins ténébreux de l'enfer. Dans un autre registre, il est le fils de la Dame du Lac, propriétaire originelle d'Excalibrule, avant qu'elle ne refile l'arme et le rejeton au roi Chalumeau. L'arme parce que ça lui permettait de devenir roi, et le rejeton pour se débarrasser du machin inutile. Parce que la majeure partie du temps, il s'arrange pour ne rien faire, ce qui n'est pas le cas de son frère. Parce que oui, le chevalier solitaire, il a un frère. Meuret, c'est le bon fils, enfin, mieux que Lancelot. On ne sait pas grand-chose sur lui, si ce n'est qu'il est moine, fait partie d'une chorale, ce qui fait la fierté de sa mère, vu qu'elle voudrait bien que Lancelot rejoigne les ordres également. Je rappelle que s'il est chevalier, c'est parce qu'elle l'a confié à Chalumeau. Et là, vous vous demandez sans doute, comment est-ce qu'un chevalier paresseux et pleutre arrive à être le plus important de la cour de Camelot? Eh ben ça, c'est grâce à Feu Follet. Feu Follet, c'est l'écuyer de Lancelot, son serviteur attitré, inventeur de Bretagne, créateur de la coiffeuse automatique, du polisseur d'épée. Bon ça va, tu vas pas nous faire tout le palmarès. Ok. Dans toute cette bande de dragons, c'est lui le plus compétent avec Flamme. D'ailleurs, les deux ont des sentiments réciproques, mais secrets. Pas secrets pour les autres, secrets pour eux. Ils sont amoureux, mais ils n'osent pas se le dire. Et si Feu Follet n'est qu'écuyer / serviteur et pas chevalier de la table carrée, c'est parce que Lancelot s'octroie tous ses mérites. Enfin, très souvent on lui octroie les mérites de son écuyer, mais lui réfute pas l'information non plus. Et pour Feu Follet, c'est pas tellement un problème, parce qu'il considère que le travail bien fait est déjà une récompense en soi, ce qui a une tendance à énerver la princesse qui tente par tous les moyens de convaincre son père de faire monter en grade notre héros. Parce que ça reste malgré tout son rêve, il connaît le code par cœur, mieux que les chevaliers, et que le roi lui-même, et il finit même par en faire un souhait dans un puits magique, ce qui lui offre une armure flambant neuve. Parce que... je présume que c'est l'armure qui fait le chevalier. Et au-delà de ses inventions, il sait aussi se battre, puisqu'il mettra fin à la série de 800 victoires de Cassius Clay, le boxeur espagnol, et affrontera le robot de combat du duc Rudolf. D'ailleurs, à la fin de la série, il arrivera à surmonter les épreuves pour obtenir le diplôme de chevalerie. Alors il a toujours pas le titre tant convoité, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Tout ça, c'est bien gentil, mais si on a des chevaliers, il faut bien en face des adversaires avec des plans machiavéliques à déjouer. Et c'est là qu'entre en scène le comte Geoffroy, oppresseur par excellence des pauvres et sans défense. Le but du comte Geoffroy, oppresseur par excellence des pauvres et sans défense, est assez clair. Prendre le château de Camelot à tout prix avec des plans dignes de Bibi et Coyote, et donc voué à l'échec. Il vit dans le château délabré, qui fait autant référence à son nom qu'à son état, et outre sa volonté de devenir majesté à la place de sa majesté, il passe son temps à taxer les serfs de la région ou de les réduire en esclavage. Pour l'aider dans sa quête, il peut compter sur ses fidèles serviteurs. Les Chevaliers des Ténèbres 1, 2 et 3, une fratrie à la hauteur des dragons d'en face. Tu veux dire qu'ils sont capables de cracher du feu? Non, qu'ils sont aussi incapables que la brochette d'un compétent draconique. Mention spéciale pour le numéro 3 qui est reconnu comme étant le stupide de la bande. J'aimerais tellement que nous soyons tous réunis. Il va aussi s'amouracher d'un rat dans un des épisodes. Je sais pas si c'est une référence, mais ça me choquerait même pas. C'est ma souris. Le comte Geoffroy, oppresseur par excellence des pauvres et sans défense, peut aussi compter sur son espion des ténèbres et son déguisement digne... Je vous ai dit qu'en face c'était pas des lumières. Qui plus est, ce n'est pas le seul espion des ténèbres, celui-là finira par être jeté au crocodile et être remplacé par un second, qui mourra aussi et sera remplacé par un troisième et dernier. Et enfin, Merle, l'enchanteresse pendant de Merlin, qui va aider tantôt le comte Geoffroy, oppresseur par excellence des pauvres et sans défense, et tantôt les dragons eux-mêmes. Ce qui n'est pas une mauvaise chose pour elle, parce que si elle reste grâce à ça assez constante tout au long de la série, le comte va de son côté changer de design, et comme pour la princesse Flamme, se faire de plus en plus discret à partir de la saison 2. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux
Tiens, jette un œil là-dessus. Oh,